Alors je vais essayer de vous présenter, enfin je vais vous présenter d'ailleurs, pendant un petit moment donc, le résultat de fouilles qui ont eu lieu donc, sur votre commune du Loro-Botero, la ZAC du Plessis. Alors vous allez le voir, hein, les résultats au niveau des, comment dire, des trouvailles ne sont pas extraordinaires, hein. On n'est pas à Pompéi ou on n'est pas à Rome, quelque chose comme ça, quoi. On est sur un établissement rural gaulois. Donc je vais à la fois vous présenter donc, nos découvertes, puis je vais également essayer en même temps de vous présenter en fait, notre façon de travailler et puis notre travail quotidien en, fait, en tant qu'archéologue en archéologie préventive. Comme je m'étais dit qu'il y avait peut-être des gens qui ne venaient pas de la région, on ne sait jamais. Donc pour replacer, hein, nous sommes en Loire-Atlantique, donc en France, à l'est de Nantes, dans le vignoble, et puis sur la commune donc, du Loro-Botero, le long de la départementale 115 en direction d'Ancenis, juste à côté de l'usine dont je ne me rappelle plus le nom. Jeannot, voilà, exactement. Alors tout d'abord, je voulais vous expliquer un peu comment marche la mise en place d'une fouille d'archéologie préventive. En fait, on ne décide pas un jour de décaper, d'ouvrir le terrain comme ça pour faire des recherches. Enfin, pas en archéologie préventive. En fait, quand il y a des grands aménagements, comme c'est le cas de la ZAC du Plessis, là, qui fait plusieurs dizaines d'hectares, ou dans le cas de dépôts de permis de construire, sur des zones qu'on connaît pour avoir un fort potentiel archéologique, en fait, les dossiers sont transmis donc, à la DRAC, au service régional de l'archéologie, qui, lui, en fait, ensuite est habilité donc, à prescrire un diagnostic. Donc ça, c'est la première phase, on va dire, de nos recherches archéologiques. Ce diagnostic archéologique en fait, peut être réalisé par deux types d'acteurs, donc, soit l'Institut national de recherche archéologique préventive, donc, qui est un institut, donc, qui est le plus grand institut en fait, de France en archéologie, ou soit par des services archéologiques agréés de collectivités territoriales, comme ils sont créés de plus en plus dans les villes ou au niveau des départements ou des régions. Alors, ce diagnostic, je vous montrerai quelques photos tout à l'heure. En fait, il s'agit de sonder le terrain avec une pelle mécanique. On fait des tranchées régulières. Et puis, à l'issue de ce diagnostic, donc on essaye à peu près de sonder une dizaine de pourcents des terrains sur lesquels vont avoir lieu les projets. Alors, soit on n'a trouvé aucun vestige archéologique, dans ce cas-là, le diagnostic est négatif et il n'y aura pas de fouille. Ou on peut avoir des vestiges donc, qui intéressent l'archéologie, donc on dit que le diagnostic est positif. Alors là, trois cas de figure, soit ils sont très mal conservés, ou ils n'ont pas vraiment d'intérêt. Par exemple, on peut trouver quelques restes de chablis, mais qui peuvent dater du 19e, ou quelques traces de trous de poteaux, des choses comme ça, mais qu'on peut pas dater. Donc là, le service régional, ensuite, par rapport au rapport de diagnostic, n'est pas obligé de prescrire, ne prescrira pas de fouille. Soit l'aménageur, lorsqu'il a en main la décision du service, peut aussi revoir sa copie, c'est-à-dire soit déplacer son projet, ou soit construire, on va dire, hors sol, pour éviter de toucher des vestiges archéologiques. C'est possible, par exemple, en remblayant ou en construisant sur micropieux. Et enfin, le dernier cas, donc, qui nous intéresse nous particulièrement en tant qu'archéologues, c'est, en fin de compte, on va procéder donc à des fouilles d'archéologie préventive. Alors, tout ce cheminement, en fait, c'est pour vous montrer que même quand on a des gros projets d'aménagement, en fait, on n'est pas obligé d'arriver, en fin de compte, au bout, jusqu'à une fouille archéologique. En gros, on a à peu près 10% des dossiers qui passent jusqu'au niveau du diagnostic, et ensuite, après le diagnostic, il y a à peu près 10% des diagnostics qui arrivent jusqu'à la fouille. En fait, c'est vraiment un nombre restreint d'opérations qui finissent vraiment par une fouille d'archéologie. Alors, la fouille d'archéologie, archéologique, on va dire que c'est le summum, mais en fait le diagnostic apporte aussi beaucoup, puisque ça nous montre à la fois les endroits où il n'y a rien, et ça nous montre aussi également des endroits où il y a quelques vestiges, mais qui sont soit très mal conservés, ou soit qui n'apportent pas vraiment, mais c'est toujours une information supplémentaire. Alors, les diagnostics, voilà comment ça se présente. Donc c'est simple, hein, c'est des pelles mécaniques. Donc, normalement, ici au Loro, elles ont dû passer en 2012, je ne sais plus, je crois que c'était au printemps. On fait des tranchées régulières, alors soit en quinconce, vous voyez comme ici, toute une série de petites tranchées, espacées régulièrement, ou soit avec des grandes bandes. En fait, ça nous permet de sonder, on va dire, rationnellement le terrain, à peu près aux alentours de 10%. Ça nous permet de repérer donc, déjà s'il y a des structures dans le sous-sol,
où elles se trouvent, et donc finir par en fait zoner les endroits intéressants, donc l'archéologie. Alors ça peut être des tout petits diagnostics, hein, on peut aller jusqu'à 1 hectare, 1,5 hectare, puis des fois ça peut être immense. Pour la ZAC du Plessis par exemple, c'était 44,5 hectares qui ont été sondés. Je vous ai remis là sur un fond Google Maps en fait la zone qui a été diagnostiquée, donc c'est 44,5 hectares, donc la sortie du Loroux. Donc ça va être la zone, la future implantation de la ZAC, et puis en rouge en fait la seule partie qui a été visée donc par nos fouilles. Donc cette partie en fait fait 7 hectares et demi. Donc vous voyez, il y a eu quand même des découvertes qui ont été faites ailleurs, hein, par endroits, mais qui étaient, on va dire, de moindre importance, et puis qui ont d'ailleurs pu être traitées directement lors du diagnostic. On a quelques découvertes d'époque médiévale, on a un petit atelier de débitage de silex d'époque néolithique et tout, etc. Mais ça a été déjà traité, en fait, ça a pu être traité parce que les vestiges n'étaient pas très importants. Par contre, pour la fouille là, qui va nous intéresser, donc l'établissement rural gaulois, ça demandait d'autres moyens. Et donc les services de l'État ont donc dû prescrire donc une fouille sur ces 7 hectares. Alors, ici je vous ai mis en fait le plan brut, on va dire, de la fouille. Donc voilà, 7 hectares,61. On a fouillé là-bas pendant donc 3 mois, de septembre à novembre 2013, avec une équipe en moyenne de 12 personnes. Et puis on a utilisé donc des moyens humains, mais également des moyens mécaniques, puisqu'on a eu besoin donc de pelles de chantier, hein, des pelles de 20 tonnes, donc en l'occurrence ici 4, et puis également des bennes tractées, donc des bennes agricoles, donc 8, et puis également pendant toute la durée du terrain, pour faire divers travaux, on a eu besoin aussi également de mini-pelles, donc des pelles de 5 tonnes. En fait, le plan, donc ici en rouge, nous avons les limites donc, de l'emprise que nous avons entièrement décapé. En fait, ce plan, en gros là, il y a deux types de vestiges. Ce que j'ai mis en rosé là, ici, qui forment un réseau orthonormé, bon, bah, c'est tout simple, en fait, c'est des vestiges contemporains, ce sont les limites des parcelles. Alors même si pour certaines elles se voyaient plus ou elles ne se le voyaient plus dans le paysage, on retrouve quand même quand on décape, en fait, quand on enlève la terre arable, je reviendrai dessus, en fait on retrouve les limites des parcelles, et ces parcelles en fait sont les parcelles cadastrales, qui étaient quand même marquées par des fossés. Et puis au milieu là on a un chemin d'accès qui traversait le terrain. Bon, en fait celui-là j'aurais dû le mettre également en rose parce que c'est aussi un fossé de parcellaire. Par contre tout le reste, tous les petits points et ces fossés quadrangulaires et puis curvilinéaires sont en fait des structures plus anciennes, et notamment toute la partie à l'ouest ici donc font partie en fait d'un établissement rural de la période gauloise. Alors je vais vous présenter petit à petit en fait nos techniques aussi, enfin nos techniques, comment on procède. Alors la première étape, donc, ce que je vous ai dit qu'on avait utilisé donc, des pelles de chantier puis des bennes agricoles, c'est simple, c'est ce qu'on appelle le décapage, puisqu'on enlève donc toutes les parties, on va dire, qui n'intéressent pas l'archéologie, toutes les parties supérieures au-dessus des couches archéologiques. Alors c'est principalement donc, la terre végétale, que ce soit dans les champs ou qu'ils soient labourés ou pas, et puis également toutes les parties colluvionnées ou des dépôts qui ont pu être bouleversés à d'autres périodes. Par exemple, quand on parle de colluvion, c'est quand on est en pente, des terrains qui ravinent. Quand on parle de bouleversement à d'autres périodes, ça peut être également des travaux agricoles mais plus anciens, mais qui ont quand même touché des niveaux. Par exemple, à l'époque médiévale, on a pu labourer un champ et ça a pu arracher les parties de la période gauloise ou de la période romaine, et ça va les faire remonter donc, à la surface. Et en fait, tous ces niveaux, rien ne sera en place dedans. Donc, on essaie de ne pas perdre trop de temps dessus et on les enlève pour aller directement, en fin de compte, au sujet qui nous intéresse. Donc, en fait, cette couche, ou ces couches, quelquefois il peut y en avoir plusieurs, n'est-ce pas? Mais là, j'ai pris le parti d'en mettre une. En fait, c'est simplement l'interface, en gros, entre donc, ces niveaux bouleversés et puis le terrain naturel. Donc,
et dans laquelle s'ouvrent en fait des structures, c'est-à-dire des trous comblés par de la terre. Pour faire ce décapage, on utilise bien entendu des moyens mécaniques lourds. Donc, vous voyez, des pelles, des grosses pelles mécaniques comme tout chantier de BTP. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Alors, bien entendu, cette partie qu'on enlève, en fait, elle peut être complètement variable. Au Loroux-Botero, par exemple, comme le terrain est un peu vallonné, à certains endroits, on a eu juste à enlever la terre végétale, c'est-à-dire qu'on était déjà quasiment sur le terrain naturel et on avait déjà les structures qui apparaissaient, alors qu'un peu plus bas, dans certains endroits de la pente, il a fallu qu'on enlève jusqu'à 50-60 cm. En fait, c'est vraiment très variable, puisque enfin, comment dire, on représente, on se représente toujours des choses à peu près en plan, quand on présente des plans, ou on met des niveaux en plan, mais en fait, rien n'est plan. Les constructions, de toute façon, que ce soit toutes les périodes, elles suivaient les cours des pentes. Et là, c'est pareil. Et en fait, comme on a eu des niveaux de collisionnement ou de ravinement, en fait, il y a des endroits, les niveaux peuvent être complètement arrachés, et puis à d'autres endroits, ils peuvent être un peu mieux conservés. En fait, cette partie de décapage, c'est une partie très importante, parce que ça nous permet d'arriver directement, on va dire, sur les parties qui nous intéressent. Et puis, c'est également comme ça qu'on va essayer aussi de comprendre comment le site a été recouvert. Ça permet aussi de montrer, c'est une petite partie aussi qui nous montre l'histoire, en fait, on va dire de l'abandon des sites. Alors, voilà comment ça se présente. Bon, en fait, j'ai un peu triché sur la première parce qu'elle était en cours de fouille. Donc, en fait, on arrive directement sur le terrain naturel. Alors, je vous ai parlé de couches archéologiques. Malheureusement, dans certains cas, en fait, les couches ont été complètement détruites. Donc, tous les niveaux de sol qui appartiennent à la période, donc là, à la période gauloise, en fait, ont déjà été détruites, notamment par les travaux agricoles. Donc c'était le cas au Loroux. En fait, au Loroux-Botero, on a retrouvé aucun niveau de sol en place. Donc ça arrive fréquemment, et surtout à la campagne, hein, parce que comme le terrain est fréquemment labouré depuis des siècles et des siècles, les couches sont détruites et remontent. En fait, ce qu'on retrouve, en fin de compte, c'est toutes les anciennes structures en creux qui ont été comblées par de la terre et puis par d'autres types de mobilier. Alors ça se présente donc sous des formes de taches. Alors vous voyez là par exemple on a une espèce de vague tache noire ici. Ici on en a une autre qu'on a chanfreinée pour la montrer un peu mieux. Enfin, en gros quand on décape, ici on voit l'alignement également. En fait là on a un fossé. Là on a une fosse là qui apparaît. En fait tout le travail de l'archéologue au décapage c'est également d'essayer de reconnaître ces traces. Alors, quelquefois c'est très fugace, hein. Ça peut être simplement des changements des petits changements de couleur, même des changements d'inclusion au niveau des. On sait qu'on passe d'un terrain naturel à un terrain qui a été bouleversé. Et ça c'est vraiment un des. Comment dire, c'est le savoir-faire de l'archéologue qui là parle. Alors là je vous ai mis par exemple 2 exemples de trous de poteaux, hein. En fait on voit quasiment pas de différence entre les couleurs, hein. En fait, là, on a réussi à repérer une structure parce que la texture, par exemple, du sédiment n'était pas la même. Il faut savoir que le terrain naturel, quand il est en place, il est en place depuis des milliers d'années, mais même un trou qui est rebouché depuis plusieurs siècles va quand même avoir une texture et puis quelquefois des petites variations de couleurs et puis d'inclusion à l'intérieur qui vont quand même changer. Et suivant comment on la regarde à la lumière, etc., en fait, on va réussir à se faire l'œil dessus, puis on va réussir à les repérer. Alors, quelquefois, on a de la chance, hein, là, on a une chance énorme. Ouh là là. En fait, on a quelques fragments en fait, de mobilier anthropique. Donc, ici, par exemple, des fragments de terre cuite, qui nous montrent qu'en fait, ici, on a bien une structure. En fait, ces fragments de terre cuite, elles ne peuvent pas apparaître directement dans le sol, elles ont bien été amenées à un moment. Donc, on a bien une structure en fait, anthropique et archéologique. Donc c'est au cours de ce décapage, donc une fois qu'on a enlevé tous les terrains bouleversés, qu'on essaye de repérer donc, ces traces. Et c'est, on va dire, une grosse partie du travail en fait, de l'archéologue de terrain lorsqu'on commence des fouilles. Alors le deuxième travail de l'archéologue, en fait, c'est l'enregistrement des données. Alors là, je rentre un peu plus dans notre travail, encore plus, on va dire, en avant. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on voit sur le terrain, tout ce qu'on fait sur le terrain est enregistré. Pas parce qu'on aime bien enregistrer, hein, c'est juste que ça nous permet en fait du coup de remonter ensuite par la suite
si vous voulez, tout le processus de creusement, de mise en place, de dépôt, de destruction, en fait, de tout ce qu'on trouve. Alors, on emploie des fiches, donc ici je vous en ai mis une, mais chaque archéologue, ou presque, a les mêmes. Enfin, on a des différentes en fait, mais à peu près sur les mêmes. Et on a une unité de base qu'on appelle en fait l'unité stratigraphique, donc, qui est l'US, enfin qu'on appelle aussi, certaines autres personnes appellent également l'unité de fouille, mais bon, c'est pas voilà. En fait, cette unité, c'est tous les gestes, tout ce qui fait en fait le fait archéologique. C'est-à-dire un creusement, par exemple, si on fait un trou, ça va être un fait, donc on va enregistrer le fait trou. Par contre, quand le trou va se remplir, la terre qui va arriver dedans, ça va être un autre fait, et ça va être le fait remplissage, etc., etc. Et comme ça, en fait, on remonte en fait tout le processus. Alors, à la fois de création, et puis également de comblement naturel et de destruction. Par exemple, si on emplante un poteau, on fait un trou, donc on enregistre le trou, ensuite on met le poteau, ensuite on met de la terre pour bloquer le poteau, ensuite le poteau pourrit, il va laisser la pourriture va laisser une trace, etc., etc. Donc là, on va savoir qu'on a creusé un trou, on a mis un poteau, on a comblé, le poteau a pourri, la maison a été détruite. Et en fait, tout cet enregistrement, ça nous permet comme ça de remonter l'histoire en fait de chaque fait archéologique. Et ça peut être à la fois donc un super bâtiment, on va prendre des termes romains, mais ça peut être aussi un bête enclos à bétail ou n'importe quoi, ou un petit fossé de drainage, des choses comme ça en fait. En fait, on ne fait pas de différence, si vous voulez, dans le traitement. Tout doit être enregistré à peu près de la même façon. Alors, on a bien entendu deux types de données. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, ce qu'on appelle les données intrinsèques, c'est-à-dire les données de l'US, sa taille, sa description, vous voyez, avec les types de textures, sa structure, ses couleurs, et puis également là, s'il y a la présence de mobilier en son sein, mais également ce qu'on appelle les données extrinsèques, c'est-à-dire toutes les relations, donc ce que j'essaie de vous expliquer, toutes les relations de ces US entre elles. C'est-à-dire qu'on essaye de repérer donc déjà quel type d'US. Est-ce que c'est une US en creux? Est-ce que c'est une US pleine? Est-ce que c'est une US construite? Mais également où elle se situe. Alors, où elle se situe en plan, c'est-à-dire est-ce qu'elle est plutôt à l'ouest, à l'est du chantier, on met également des coordonnées, mais également comment elle se situe par rapport aux autres. C'est-à-dire est-ce qu'elle est au-dessus, au-dessous, ou est-ce qu'elle est creusée par une autre, ou est-ce qu'elle est remplie une autre, etc., etc. En fait, le principe de base en archéologie, c'est la stratigraphie, c'est-à-dire on part du principe que les couches se déposent les unes sur les autres, et les plus profondes sont les plus anciennes. Et ça marche donc qu'on soit à Pompéi, hein, les couches du fond sont plus anciennes que les couches du dessus de l'éruption, mais ça peut marcher dans un fossé, on creuse le fossé, petit à petit se remplit, ce qui est au fond du fossé sera plus ancien que ce qui est au-dessus. Ça peut être sur des millénaires, mais ça peut être également sur 5 ans, 10 ans. En fait, tout est une question donc, de stratigraphie, mais également tout est une question d'échelle de temps. Une autre section très importante, là, c'est donc toute notre documentation graphique, que ce soit des photographies, des plans ou des coupes. Donc pour la documentation graphique, en fait, bon, ce sont soit des plans, donc des dessins en plan, ou des dessins en coupe. Alors, on peut avoir des petites structures ponctuelles. Ici, vous voyez des petits ronds, des trucs. Ça, on aura plutôt des structures de type creusement de trous de poteaux. Ensuite, par exemple, pour les grands fossés que vous avez vus là, tout à l'heure rapidement, on fait des coupes régulières et puis on dessine chaque section. Ça nous permet de voir à la fois l'évolution du profil de ces fossés, puis également ces dynamiques de remplissage. Par exemple, ici, on voit une couche qui descend, on sait que la terre en fait est arrivée de par là. Et puis qu'après, hop, elle était remplie, puis en fin de compte, elle finit par se remplir. En fait, tout ça, ça nous permet également de voir l'évolution en fait, des structures, et puis de les comparer entre elles, et de voir, par exemple, si certaines ont été remplies en même temps, détruites en même temps, recreusées en même temps, ou si certaines ont fonctionné avec d'autres ou pas, etc. Et en fait, tout ça, ça nous permet également donc, de donner une chronologie et une évolution en fait, de tous ces objets archéologiques. Et toute cette documentation, donc, elle est enregistrée. Je vous ai mis rapidement. Hein. En fait, elle est enregistrée avec donc, un numéro d'identification, des points de calage. Alors, ces points de calage, en fait, ils sont pris avec des théodolites laser, ce qui nous permet en fait de repérer toutes nos coupes, tous nos plans, en fait, en X, Y, Z.
Ensuite, on peut intégrer ça donc, dans des logiciels type AutoCAD ou des SIG, et ça nous permet en fait de reconstituer et puis d'avoir en fait des précisions de l'ordre du centimètre. Ensuite, chaque US qu'on avait sur les fiches est également numérotée, donc on va la retrouver. En plus, on va pouvoir la retrouver grâce aux coordonnées. Et puis, on dessine également le contour des IS. Et puis, chaque numéro en fait, va renvoyer une fiche, et cette fiche, on aura une description plus complète. Ça nous permet en fait de tout enregistrer. Et tous les objets qu'on découvre également, donc ils seront intégrés dans chaque US. Donc on saura par exemple la poterie qui vient de l'US 1315, en fait, on saura exactement d'où elle vient. Elle vient de cette coupe-là. Et si on reprend le plan général, on saura qu'elle vient de cet endroit sur la ferme. C'est juste pour vous montrer en fait qu'on essaie d'enregistrer vraiment au maximum, pour essayer de perdre le minimum d'informations. En fait, l'archéologie, c'est une science. Son gros problème, c'est qu'elle détruit son objet d'étude. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on fouille, en fait, on détruit ce qu'on fait. Si on n'enregistre pas, eh bien, c'est perdu. Si on n'enregistre pas ce qu'on fait ou si on l'enregistre mal, c'est perdu, et c'est perdu donc à la fois pour l'archéologue, mais également pour toutes les personnes qui s'intéressent à ce patrimoine. Donc c'est pour ça qu'on travaille en plan, pour essayer de restituer, si vous voulez, les limites de ce qu'on trouve. Et puis également on coupe, donc ce que je vous expliquais. Ici par exemple on a un fossé. Vous voyez, on a réalisé en fait des trous réguliers, des sondages réguliers. Ça nous permet en fait de voir l'évolution tout le long en fait à la fois donc du creusement, donc comment on a creusé ce fossé, puis également comment il s'est rempli petit à petit. Est-ce qu'il s'est rempli plus vite par exemple quand on est en bas de pente qu'en haut? Est-ce qu'on a eu plus de mal à le creuser ici parce qu'on est dans la roche qu'en bas lorsqu'on arrive dans l'argile, etc. Et en fait tous ces enregistrements, ça nous permet de voir l'évolution, donc puis la manière dont on a construit. Là par exemple, on fait également des coupes. On peut faire une coupe. Là ici on a plusieurs structures. On a deux poteaux en fait. On en a un ici et puis un là. Le fait de faire une grande coupe comme ça nous permet de voir qu'en fait ici, là je vous suis les tracés en fait, celui-là a été construit après, parce qu'en fait il vient recouper, on voit d'ailleurs les cailloux qui descendent dedans, en fait il vient recouper ce poteau-là. Et là donc on sait que ce poteau, qui appartient donc à un bâtiment, appartient certainement à un bâtiment plus récent que celui-ci, puisque quand ce poteau-là a été creusé, en fait celui-ci était déjà certainement rebouché et arraché. Et c'est comme ça qu'on peut donc faire une chronologie relative, c'est-à-dire lui est plus ancien que lui, ou lui est plus récent que lui. Et comme ça, en remontant petit à petit, on arrive à voir des évolutions. Parce que malgré tout, même si quand on prend un plan, ça a l'air figé, en fait, toutes ces structures-là, elles n'ont pas été construites en même temps. On n'a pas claqué des doigts pour les construire. Alors, pour revenir à la fouille, en fait, on utilise des engins. Alors, principalement, on utilise donc des mini-pelles, hein, notamment pour faire tous les travaux de décaissement, donc des gros fossés, pour certaines coupes importantes. Puis également, quand on a besoin de refaire des décapages, on va dire intermédiaires, par exemple, si on s'est arrêté sur un niveau qui était intéressant, et en fin de compte, il y en a un deuxième dessous, 5 cm plus bas, ou 10 cm plus bas. Alors ça prend du temps à la pioche, donc on préfère le faire à la mini-pelle. En plus, on a un plus grand rayon d'action. Et malgré tout, même si c'est un engin mécanique, en fait, une mini-pelle, on peut très bien travailler assez finement, hein. Les chauffeurs sont capables d'enlever 2, 3, 4, 5 cm maximum si on leur demande. En fait, c'est pas du tout du travail, on va dire, c'est pas du gros œuvre. On est capable de travailler très finement, même avec des engins industriels. Puis, bien entendu, et après, il y a des autres engins plus légers, hein, les pioches et puis les truelles. Alors, ce qu'on utilise très peu, par contre, en archéologie préventive, puis surtout en tout cas pour notre période, la protohistoire, c'est le pinceau et le cure-dent. Donc ça, on n'utilise pas beaucoup. Et puis, donc voilà, il y a aussi, alors il y a la fouille, il y a également le relevé, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, les personnes en fait consignent tout ce qu'elles ont fait, donc leur fouille. Donc chaque coupe, chaque couche de terre qui a été enlevée donc est retirée.
Et puis l'autre problème, enfin problème, si on veut, de l'archéologie préventive, c'est les intempéries. Bon, fouiller sous la pluie, c'est pas trop un problème. En fait, le problème, c'est que comme nous, quand on fouille, on décape des grandes surfaces. Donc là, on a décapé presque 8 hectares. Hein. En fait, le gros problème, c'est le ravinement. C'est dès qu'il pleut, dès que la terre est mise à nu, qu'on n'a plus la terre végétale, ni l'herbe ou les restes végétaux, en fait, l'eau ruisselle et elle emporte tout. Là, par exemple, je sais plus à combien de fois ils y revenaient pour nettoyer un endroit, quoi. Alors des fois, c'est un peu long, et puis du coup, les résultats, surtout au niveau de la photo, c'est pas spectaculaire, c'est même plutôt, on va dire, moche. Ici, on essaye de faire un drain pour évacuer de la boue, de l'eau, qui part dans un petit puisard qu'on a creusé derrière, pour essayer de libérer une zone pour pouvoir la fouiller. Parce que des fois, en fait, le temps avance, et puis il y a certainement, on a des impératifs de temps, hein, de toute façon. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, une fois, on est sur le terrain, mais qu'il y a d'autres entreprises qui attendent derrière pour commencer les travaux, donc on ne peut pas se permettre de bloquer en fait des terrains pendant ad vitam aeternam. Donc on essaye d'aller le plus vite possible, et puis bon, il y a des fois, forcément, on est bien obligé de fouiller par tous les temps. Alors la pluie, ça va, mais le pire, c'est quand il gèle. Encore ici, parce que j'ai fouillé dans l'Est, mais fouiller par moins 15, moins 20, c'est un peu dur. Là, je vous ai montré un peu le déroulement de la fouille. Hein. En fait, après la fouille, vient donc le temps des études. C'est-à-dire que tout ce qu'on a découvert, donc tout ce qu'on a enregistré, alors déjà enregistrer toutes les couches, tous les dessins, etc. Tout ça, en fait, on le rentre dans des bases de données et on le traite informatiquement. On redessine tout sous informatique. Et puis également le mobilier qu'on retrouve, on le traite, on le compte, on le dessine, on l'étudie. Voilà. Donc là, je vous ai mis 3 photos. Donc malheureusement, ce ne sont pas des photos du Leroux Botreau. Il n'y a pas autant de mobilier. Donc ce sont d'autres fouilles. Hein. En gros, voilà, ici on a un céramologue au travail. Donc il a recollé des céramiques. Il est en train de les comparer donc avec des atlas de référence. Donc pour voir quel type de céramique c'est, de quelle période elle date exactement. Bon, ici on a une personne qui s'occupe des amphores qui est au milieu d'un énorme hangar là, qui est en train de moisir au milieu de ses bacs d'amphores. Et puis là ici on a quelqu'un qui étudie en fait les os animaux, pareil, qui fait qui regarde en fait pour chaque os quelle espèce, quel âge, comment il a été tué, quelle partie de l'animal, etc., etc. Pour revenir au Leroux, en fait on a un gros problème au Leroux, c'est que le terrain est très acide. On est sur des gneiss, et donc même la céramique est déjà assez mal conservée. Pourtant la céramique, c'est le matériel qu'on retrouve le plus sur tous les chantiers archéologiques, puisque c'est de la terre qui a été cuite. Et une fois qu'elle est cuite, en fait, elle est quasiment indestructible. Alors, sauf si on la broie et qu'on la réduit en poudre. Mais même là, elle était mal conservée. Et puis, malheureusement, on n'a quasiment aucun reste, on va dire, osseux. On a quelques fragments de dents, mais sinon, tous les os ont été complètement dissous par le terrain. Et ça nous a posé donc quelques problèmes aussi, notamment dans le cas d'autres études. Alors, ici, je vous ai fait un peu un inventaire, on ne va pas dire à l'après-vert, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait de l'archéologie, mais il y a plusieurs archéologues. On travaille tous ensemble, on a tous des spécialités, quelquefois plus étendues, quelquefois plus spécialisées que les spécialistes encore. Alors ici, je vous ai mis une petite liste, hein, c'est ceux qui participent le plus souvent maintenant aux fouilles d'archéologie. Ce sont les céramologues, ce sont eux qui étudient la céramique. Donc la céramique, ce sont toutes les restes de vases, de poteries, qui ont été fabriqués et puis qui ensuite, une fois qu'ils sont cassés, sont jetés. Les amphorologues, qui eux, en fait sont une sous-catégorie de céramologues, puisqu'ils ne s'intéressent qu'aux amphores. Les amphores, en fait, ce sont des conteneurs où on transporte des denrées, donc que ce soit du vin, de l'huile ou des liquides, à 2 anses. Ensuite, on a les instrumentologues. Alors, ils ne sont pas d'accord sur le nom parce qu'ils ne sont encore pas décidés dans leur spécialité sur quel nom ils allaient employer. Donc eux, ils étudient le petit mobilier, c'est-à-dire tous les petits objets de la vie quotidienne, que ce soit les objets de parure,
ou que ce soit les objets métalliques en général, les clous, puisqu'il y a des gens qui adorent étudier les clous, ou qui étudient également par exemple les clés, les choses comme ça. Dans les instrumentologues, on a également une sous-catégorie qui sont les numismates, qui eux s'intéressent que aux monnaies. Bon, eux, ils sont un peu particuliers. Ensuite, on a des gens qui sont un peu plus, on va dire, spécialisés du côté des sciences naturelles, parce que en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois nous de reconstituer donc le mode de vie, mais également l'environnement, puisque de toute façon, l'homme vit au milieu de la nature. Hein. C'est un espèce de poncif, hein, mais c'est comme ça. Alors avec les archéozoologues, qui eux étudient donc les restes des animaux, les restes d'animaux. Il y a également les carpologues. Alors là, on rentre en fait de plus en plus dans les spécialistes de spécialistes, qui eux utilisent en fait les macro-restes. Oh là là, j'ai fait une faute, mais horrible. Excusez-moi, ne vous regardez pas. Donc, hop. Donc les carpologues qui étudient les macro-restes, donc c'est-à-dire tout ce qui est graines, les graines, les noisettes, les noyaux. Donc c'est-à-dire tous les gros restes végétaux. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que dans certains endroits, en fait, ils sont conservés. Alors, ils peuvent être conservés soit parce qu'ils ont été brûlés. C'est le cas, par exemple, si on retrouve quelques graines qui ont fini dans un foyer, mais en fait, le foyer n'a pas fini de les brûler, en fait, ils sont conservés, ils sont carbonisés. Ou alors, dans certains endroits, par exemple au fond des puits, quand c'est imbibé d'eau, en fait, ça peut rester pendant des siècles et des siècles en place. Donc, on a des gens qui étudient ces graines. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, malheureusement, l'Urobotro, donc on a fait des tests, hein, on a testé je crois une quarantaine d'échantillons en fait un peu partout sur le site pour essayer justement de retrouver ces macro-restes, mais malheureusement le terrain, comme avait complètement détruit tous les os, a également détruit tous les macro-restes. On a une autre série, donc pareil, toujours qui s'intéressent, qui sont un peu à rapprocher également des sciences naturelles, donc ce sont les anthracologues, donc qui eux étudient les charbons de bois. Alors en fait, l'étude des charbons de bois, ça nous apporte beaucoup de choses. Ça nous apporte à la fois, donc, si vous voulez, des données sur l'environnement, puisqu'on sait, généralement, les gens, hein, on va dire, on ne va pas marcher pendant 75 km pour faire un feu chez soi. Donc on récupère le bois à proximité. Donc ça nous permet également de voir donc, quels sont les types de forêts qui sont les plus proches, par exemple du noisetier, de l'hêtre, des chênes, etc. Et puis ça nous montre également comment ils mènent leur feu. Parce que suivant qu'on fasse de la cuisine, par exemple, ou qu'on fasse de la forge, des choses comme ça, en fait, on n'utilise pas les mêmes types de bois, puisqu'on a besoin de températures différentes, etc. En fait, tout ça, ce sont des données qui nous permettent, les charbons de bois, même si c'est complètement minime et complètement, ça a l'air juste du charbon de bois, en fait, ça peut apporter beaucoup de données. Ensuite, on a les palynologues, c'est bourré de fautes. Je suis désolé. Qui, eux, étudient en fait plus particulièrement les pollens fossiles. Alors, tout comme les carpologues, en fait, les pollens sont conservés, peuvent être conservés. En fait, dans certains milieux, notamment argileux ou imbibés d'eau, en fait, on peut retrouver les restes de pollen. Là, ça nous apporte carrément donc, une vue de l'environnement immédiat, puisque toutes les plantes pollinisent. Alors, on retrouve les pollens, on peut retrouver également des spores de champignons de fougères. Donc en fait tout ça, ça nous permet, là par contre le palynologue, lui, il étudie vraiment l'environnement immédiat, enfin l'environnement naturel immédiat. Donc bien entendu, au Urobotro, on a fait des analyses, et bien entendu, c'est le même résultat. En fait, le terrain était trop acide et les pollens n'ont pas été conservés. C'est malheureux. Alors, comme on ne peut pas préjuger jamais en fait, de résultats d'analyse, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on fait des batteries d'analyse, on essaye de faire une... soit de les cibler, ou soit de faire une analyse... on prend un peu tout ce qu'on peut, et puis on les teste. Mais bon, quand tous les tests deviennent négatifs, on sait que de toute façon, il n'y aura pas de résultat. Ah, si, en fait, en carpologie, on a trouvé 3 pépins de raisin. Mais malheureusement, ils doivent provenir du vignoble qui est juste en face de la route. Et puis également les sédimentologues, qui eux étudient ils sont toujours dans les sciences naturelles, on va dire.
étudie plus principalement en fait, la formation puis la déposition des couches, que je vous expliquais tout à l'heure avec les l'écovisionnement, etc., qui peut nous expliquer des fois pourquoi un site est mieux conservé à des endroits ou pas. Est-ce que c'est dû à des phénomènes naturels ou humains, des choses comme ça. Alors bien entendu, ces études, elles dépendent de plusieurs choses, hein. Déjà la présence du mobilier. Quand les os ne sont pas conservés, l'archéozoologue il va pas avoir de travail à faire. Également les enjeux scientifiques. On va lancer certains types d'études et pas d'autres en fonction de ce qu'on recherche également. Et puis la conservation du mobilier, hein. Il y a certains types de mobilier qui sont très mal conservés. Des fois on n'essaye même pas en fait, de l'étudier. On le garde, mais ça ne portera pas en fait de choses majeures. Alors pour revenir au mobilier qu'on a retrouvé au Loro-Botero, alors le mobilier principal, hein, c'est quasiment, on va dire, tout ce qu'on a trouvé principalement, ce sont en fait des fragments de céramique. C'est quasiment que de la céramique commune. Donc vous voyez, hein, c'est une céramique de couleur brune à noirâtre. Alors je vous ai mis 2 dessins, et puis quelques photos des tessons qu'on a découverts, hein. Sont principalement donc, des petites écuelles. Donc ici on en voit une, ou des petites jattes, hein, avec des profils en S comme ça. Donc ce sont des céramiques de consommation quotidienne, hein. Il n'y a pas de... C'est pas de la céramique ostentatoire. On n'est pas... comment dire, on est chez des gens simples, des gens du commun. D'ailleurs, on remarquera que la majorité, hein, sont même pas de la céramique tournée, c'est de la céramique modelée au colombin. En fait, à cette période, on est au IIe siècle avant Jésus-Christ, on connaît déjà l'usage du tour, hein. En Gaule, on connaît l'usage du tour au moins depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, voire pour certains endroits depuis le Ve. Et en tout cas, au IIe siècle, il est déjà généralisé. Quand on est sur les grosses agglomérations ou sur certains sites aristocratiques, on va dire, quasiment toute la céramique est déjà tournée. Là, bon, on a une production, donc à la fois de la céramique commune, hein, de consommation quotidienne, mais également certainement de la production, on va dire, locale, qui peuvent même d'ailleurs être fabriquées sur la ferme, hein, enfin sur établissement, hein. Ça ne demande pas non plus des moyens ni techniques et puis ni technologiques extraordinaires. Alors, on a cette céramique de consommation. On a également des pots pour la cuisson des aliments. C'est également ce qu'on retrouve le plus. Alors pareil, hein, ce sont des pots qui sont non tournés, avec des bords. Alors soit les bords sont arrondis, soit ils sont ouverts. En fait, ils ont des fonds plats. Alors ça, c'est le type, la forme typique qui représente en gros la cuisine gauloise. C'est simple, hein, la cuisine gauloise, en fait, c'est des pots plats, quasiment en grande majorité. Alors, on retrouve bien entendu des barres de grill, des choses comme ça, mais ça, c'est la vaisselle, on va dire, de tous les jours pour faire cuire sa gamelle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette forme, elle est faite tout simplement pour être posée à côté du feu. En fait, c'est des pots à ragoût. On retrouve d'ailleurs souvent, on voit pas très bien sur la photo, mais on a des coups de flamme, des caramels ou des pots de suie sur certains côtés. En fait, on pose jamais l'ustensile où on va faire cuire sur le feu directement. On le pose à côté. Ça cuit lentement à l'intérieur. Par exemple, c'est complètement à l'opposé de la cuisine grecque ou romaine, où là on pose les plats ou les frites, les frites, les choses comme ça directement sur le feu. Où là on saisit dans de l'huile, etc. Pour la cuisine gauloise, non, on est plus à base de ragoût, à base de soupe, de bouillie. C'est un autre type de cuisine. En fait, le fait de la forme des vases, et puis l'étude de ces vases, hein, que ce soit les premiers ou ceux-là, ça nous permet également de voir également la vie quotidienne, et puis essayer de voir un peu comment ils cuisinaient. Même si on n'a que le vase, si on n'a pas les aliments qui sont à l'intérieur, on a à peu près une idée des recettes qui étaient possibles à faire là-dedans. Là, on va pas faire de la viande rôtie, ou du poisson, ou des choses comme ça. Alors, dessous, là, je vous ai mis une photo qu'on voit, on dirait d'un intérieur gaulois, avec son petit four,
sa petite étagère avec ses différents pots, son lit, etc. Et puis également, donc toujours dans la céramique, on a des importations. Alors, on n'en a pas beaucoup, mais on en a quand même. En fait, ce sont des fragments d'amphores. Donc, je vous en ai mis une un peu pixelisée ici. Donc, ce sont des grands conteneurs à 2 anses qui font à peu près, alors ça dépend des types, mais qui font entre 1,10 m jusqu'à 1,60 m de haut, qui contiennent entre 20 et 25 litres de liquide. Et en fait, ils viennent donc principalement d'Italie tyrrhénienne, c'est-à-dire la côte ouest de l'Italie, entre la Toscane et puis la région napolitaine, pour être large. Alors, celles qui sont arrivées au Loroux donc, contenaient principalement donc, du vin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette période, donc au IIe siècle avant Jésus-Christ, en fait, la Gaule ne produit pas de vin. Les Gaulois en fait n'ont pas encore maîtrisé la taille et puis l'implantation en fait des vignes. Alors on connaît des vignes sauvages, de l'ambrusque, des choses comme ça. Et puis on a certaines régions, enfin autour de Marseille par exemple, qui est une colonie grecque, on a quelques vignobles très précoces, autour du 5e. Par contre dans les autres régions, en fait, on ne connaît pas la taille et on n'est pas capable de produire du vin à une date aussi haute. En fait au IIe siècle et 1er siècle avant Jésus-Christ, le seul vin qui est consommé donc, en Gaule est du vin en fait, qui est importé. Et il est importé principalement donc, d'Italie. Ici, en fait, je vous mets une carte donc, des trouvailles donc, de ces amphores qu'on a réalisées, je ne sais plus quand, en 2012. Alors, on n'a pas pris l'Italie parce que sinon on aurait tout peint en noir. En Gaule et puis un peu plus largement en Europe celtique. Pour une période entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, on voit, si vous voulez, donc l'arrivée massive de ces amphores, puisque chaque, vous voyez, en fait, ici, c'est le nombre de fragments. Attention, pas d'amphores, parce que, bon, quand on a un ou présent, c'est qu'on en a très peu, mais vous voyez, on peut aller jusqu'à plus de 10 000 fragments. On voit très bien, par exemple, l'arc rhodanien, puisque les bateaux qui arrivent d'ici, en fait, arrivent principalement donc, à Marseille, Narbonne, ici on a Latte, donc qui est des comptoirs. En fait, ce sont des comptoirs littoraux du sud de la France qui sont occupés par des populations donc gauloises, mais également étrangères, puisqu'on a des Grecs et des Romains qui sont installés. Narbonne, par exemple, c'est la première colonie romaine qui est installée hors d'Italie, qui est installée comme par hasard en Gaule. Et puis on suit également, vous voyez, des grandes lignes comme ça. En fait, ces grandes lignes sont simplement en fait, le long des rivières, parce que ce sont les axes principaux en fait, de pénétration des marchandises en territoire gaulois. Alors, on a une grosse masse ici, ce qu'on appelle le long de l'isthme gaulois, c'est-à-dire la vallée de l'Aude et puis la vallée de la Garonne, en direction de Bordeaux. Et puis également une remontée donc le long de la vallée du Rhône, la vallée de la Saône. Alors on suit également, on peut voir même la Loire par endroits, vous voyez ici, hop. Ici l'Allier. En fait, on a quelques endroits, le Massif central, etc. En fait, tout ça, ce sont des axes. Et vous voyez qu'en fait, à cette période, la Gaule est complètement inondée, en fait, mais de vin romain. En fait, chacune de ces amphores contient entre 20 et 25 litres de vin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le vin romain, on connaît des grands vins qui sont cités par Pline, par exemple le Cécube, le Falerne, des choses comme ça, où on nous explique qu'il y a des sénateurs qui sont capables d'échanger une villa contre une amphore de vin. Le problème, c'est que la majorité en fait, des vins qui arrivent en Gaule, on connaît plus ou moins leur région de production. Donc, ce sont notamment l'Étrurie, cette zone-là d'ailleurs en Étrurie, autour de Cosa, et qui sont en fait des petits vignobles qui ont été créés quasiment spécialement en fait, pour exporter le vin. C'est-à-dire qu'on produit de la piquette en direction de la Gaule. C'est pas, en fait, c'est on va dire le génie commerçant romain qui a eu un marché au départ, qui a ouvert en fait en gros un marché en destination d'un pays qui avait donc qui fait du bon vin, c'est pas, mais qui en fin de compte a dû en exporter des hectolitres, des hectolitres et des hectolitres, donc s'est mis à produire en fait des vignobles, des vignobles, des vignobles. Alors bon, je vais sortir un peu du cadre, mais ce qui s'est passé en gros, pour vous résumer, à un moment les Gaulois en fait vont se mettre donc à acclimater la vigne, savoir la tailler, et donc vont commencer de planter de la vigne au 1er siècle après Jésus-Christ.
D'ailleurs, les premiers vignobles qu'on retrouve, hein, c'est les vignobles de Bordeaux, d'Alsace, de Bourgogne, et puis un peu du sud de la France. En fait, les grands vignobles d'actuellement en fait, datent déjà de la période romaine. Et ils vont tellement se mettre à produire de la vigne et du vin de bonne qualité, c'est qu'en fait, toutes les productions qui avaient été créées pour ça en Italie, en fait, vont péricliter. Ça va créer une énorme crise économique en Italie, et jusqu'à un tel point que certains empereurs vont ordonner d'arracher en fait, les vignes en Gaule pour ne pas faire de concurrence avec le vin romain. Pour revenir au Leroux Botreau, et nos quelques fragments. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que je vous ai montré avant, c'est que les quelques fragments de céramique nous montrent qu'en fait, on est sur un site avec des gens qui vivent chichement, on va dire. On n'a pas des grands aristocrates, hein, on n'a pas d'armes, on n'a pas de vaisselle en bronze, on a encore moins de monnaie, on n'a quasiment pas d'objets métalliques, mais on a quelques importations. Donc on a quand même, si vous voulez, l'impression d'un site qui est quand même se trouve dans les réseaux de distribution d'une denrée qui est, qu'on dit rare, mais qui n'est peut-être pas si rare que ça. Deuxième avantage, donc là c'est pas pour les habitants, mais c'est pour les archéologues, c'est qu'en fait ces amphores sont très bien connus et très bien étudiés depuis plus d'un siècle et demi. C'est-à-dire qu'on peut dater, grâce aux formes de ces amphores, en fait, on arrive à dater assez précisément, si vous voulez, leur période de production. Et là, rien que sur le bord, là, par exemple, bon, et puis quelques fragments, en fait, là, on est entre 150 et 100 avant Jésus-Christ. En fait, les importations, ça nous permet également de donner des datations en absolue, c'est-à-dire qu'on sait, même sans faire d'analyse de choses comme ça, qu'on sait qu'on est entre 150 et 100 avant Jésus-Christ. Donc on peut dater, si vous voulez, la période d'occupation de cette ferme grâce à ces importations. On a également quelques autres fragments d'objets. On a notamment un fragment d'une meule rotative, donc vous voyez, qui est brisé en quart. On a l'axe central. On a peut-être ici le trou pour insérer la poignée, excusez-moi. Et donc en fait c'est cette partie-là, on a le catillus. Donc en fait c'est une meule, hein. On a une meule dormante, une autre meule rotative qu'on tourne autour, on verse le grain, et puis la farine descend. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de manger de la farine qui vient d'une meule comme ça. Voilà, donc il y a beaucoup de sable et puis un peu de farine. Mais ça montre également donc qu'on a donc des céréales et puis qu'on fabrique, donc qu'on mange du pain et qu'on vit en fait. Mis à part les objets, donc on a aussi toute la partie on va dire immobilière, donc c'est-à-dire toutes les structures. En fait, cet habitat, même si là ça fait un peu fouillis, on voit tout de suite qu'il est structuré, n'est-ce pas? En fait, il n'a pas été créé comme ça sur un coup de tête. On n'est pas arrivé en se disant hop, je vais faire un trou là, et puis c'est parti. Qu'on a un enclos principal quadrangulaire qui est ici, donc qui sort en fait en dehors de nos fouilles. Hein. C'est pareil, on est obligé de rester dans le cadre du projet. Hein. On ne peut pas aller fouiller, défoncer le parking de l'entreprise à côté. Qui lui-même en fait est entouré par une enceinte curvilinéaire. Et puis ce fossé principal donc qui est en verre est également en fait partitionné à l'intérieur par des fossés un peu plus petits, mais qui marquent quand même une volonté, si vous voulez, de structurer l'espace. En fait, tout ça montre donc une structuration de l'espace qui est voulue, à la fois donc avec un fossé assez important. Donc ça, c'est le fossé principal quadrangulaire. Bon, elle est petite, hein. Donc qui montre une volonté donc vraiment de séparer, si vous voulez, l'intérieur de l'extérieur. Mais également donc le fossé périphérique, ce que je vous montrais tout à l'heure, qui lui, par contre, est limite, on pourrait dire ridicule. Vous voyez, il fait à peine 1 mètre de large sur une cinquantaine de centimètres. Pourtant, il est, vous voyez, il entoure tout cet établissement. Alors, tout ça, c'est bien entendu, après c'est des questionnements, on peut passer du temps à se poser des questions, mais ça peut vouloir dire également qu'on a donc l'habitat, enfin la zone principale où on a vraiment l'habitat, et puis peut-être autour
un fossé ou d'autres qui enfin, soit ça peut être lié au parquage. On peut en fait parquer les animaux à proximité de l'habitat, mais quand même à l'extérieur de la zone de vie. Puis ça peut être également peut-être enfin, une limite de propriété, mais là on part un peu sur des discrétions parce que pour la propriété à l'époque gauloise, bon, on n'y connaît pas grand-chose. Hein. On n'a pas de texte pour cette période. Enfin, pas de texte gaulois. Mis à part qu'il soit partitionné, on a également une série d'entrées et de circulation à l'intérieur de l'établissement. On a en gros, on a un partitionnement donc, en 2 tiers, 1 tiers, avec ce grand fossé, qui lui présente au moins 1, 2, voire peut-être 3 et 4 entrées. Et puis ensuite, on a des entrées, on va dire, à l'intérieur, avec des systèmes d'enclos, d'entonnoirs, etc. En fait, là également, on a on a un cheminement à l'intérieur. Hein, ces enclos, ils sont pas vides. Et puis chaque partie, le problème, c'est que chaque partie a dû servir en fait à quelque chose. Alors tout le problème, après, nous, notre travail, c'est essayer de voir si chacun de ces petits enclos à l'intérieur du grand enclos n'a pas eu une fonction particulière. Et là, je vous avoue que ça commence de devenir un peu plus ardu. Par exemple, on n'a pas retrouvé l'entrée. En fait, on a eu le grand enclos, là, l'enclos quadrangulaire. Ici, je vous ai mis une petite flèche parce qu'on a quelques traces fugaces dans les couches qui pourraient nous faire dire qu'il y a eu peut-être une passerelle, mais c'est même pas sûr. Donc en fait, on n'est même pas sûr qu'en fait on ait l'entrée. Ça se trouve, l'entrée en fait se trouve complètement en dehors de notre fouille. En tout cas, l'entrée principale. Par contre, on a bien retrouvé donc à cet endroit-là, ici, je vous ai mis une flèche, mais il n'y a rien en fait aussi. En fait, on a retrouvé donc une passerelle. Donc vous voyez, quand je vous parle toujours de traces, donc ici c'est le fond du fossé, hein, creusé dans la roche. Bon, là ils ont laissé une petite barre. Et puis on a creusé 4 trous, ici, ici, ici et ici. En fait, ces trous servaient d'ancrage à 4 gros poteaux pour poser donc une passerelle en bois pour traverser le fossé. Ce qui est intéressant au Leroux, c'est que en fait, ce type de plan, je vous remonte rapidement là, vous voyez ce plan quadrangulaire avec ce grand fossé qui le barre et puis une autre partition interne, c'est qu'en fait on connaissait déjà ces plans, mais on les avait pas encore. En fait, on les connaît par photo aérienne. C'est-à-dire que quand le terrain s'y prête, quand les cultures s'y prêtent, quand la saison s'y prête, beaucoup de facteurs, on peut voir depuis en volant, en avion. Alors c'est des petits avions, hein, c'est des Cessna. On peut voir en fait dans les cultures apparaître en fait des taches ou des changements de couleur dans la végétation. C'est-à-dire par exemple là où il va y avoir un trou ou un fossé, en fait la terre va continuer de conserver son humidité, donc la végétation va pousser un peu mieux, donc on va pouvoir voir de la végétation un peu plus verte par exemple, ou quand on a des murs au contraire, et un peu moins d'humidité, donc là la végétation va moins bien pousser, elle va être jaune. C'est comme ça qu'on peut voir en fait en photo en fait, des traces dans le sol d'établissements qui sont complètement maintenant recouverts par la végétation. Je vous ai pas mis les photos parce que je les ai pas retrouvées, mais c'est les plans en fait interprétés des photos. On retrouve hein, ces enclos quadrangulaires, toujours à peu près la même taille. Vous voyez, 150, 100 mètres, 100 mètres par 150. Une partition avec une entrée, peut-être 2 entrées à chaque limite. Donc, pour l'instant, on en connaissait 4 en photo aérienne. Ils sont tous en Mayenne. Et puis, alors, ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est un plan typiquement mayennais, hein. C'est tout simplement parce qu'en fait, il y a eu des travaux de photographie aérienne sur cette région. Donc, on a eu plus l'occasion d'en repérer. Puis également que les cultures là-bas sont plus facilement... on a plus de facilité à repérer ce type de structure là-bas. Mais c'est intéressant, dans le cas du Leroux, par exemple, d'en fouiller une. Donc on voit également la série de fossés qu'on a repéré, puis bien entendu toutes les structures qui sont à l'intérieur. Alors quand c'est des gros fossés, ça laisse des traces, mais là, quand c'est des petits poteaux, des fossés très peu fondeux, bien entendu, on les revoit pas en photo aérienne. Ce qu'on voit également, alors ce qu'on voit pas au Leroux, c'est qu'en fait ces fossés, enfin en tout cas pour certains, ces enclos, en fait ont l'air de faire partie d'un parcellaire. Vous voyez ici on a d'autres fossés qui partent
Donc en fait, ils sont inclus à l'intérieur d'un paysage, on pourrait dire un paysage de bocage, or soit avec des haies ou soit des fossés de parcelles tout autour. Je fais un petit point sur l'architecture. Alors, bon, les fossés, c'est intéressant, hein. Qu'on les voit là à l'arrière, on a fait une série de sondages. Et puis, donc, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est ces espèces de tâches là qu'on a fouillées, donc on interprète comme en fait des ancrages de poteaux. On appelle ça des trous de poteaux. Donc vous voyez, là on en a plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est toute une série en fait. Et alors, en fait, on interprète ça comme les restes simplement de l'architecture porteuse de bâtiments. C'est tout ce qui reste en fait des bâtiments qui étaient ancrés dans le sol sur des poteaux. Et on retrouve donc ces traces. Alors, ça peut être sur poteaux porteurs, c'est-à-dire qu'on implante les poteaux directement dans le sol. Mais on a également des traces qui nous font dire, par exemple, vous voyez ces immondes petites rigoles taillées dans le rocher, ici et ici, là. On a également, donc on a des poteaux, hein, mais on a également peut-être en fait une architecture mixte également implantée directement dans des sablières, dans des poutres qui sont posées à même le sol. Et dans ces poutres, en fait, on implante directement les poteaux. Alors, ça c'est un exemple de maison sur poteaux porteurs. Vous voyez, les poteaux en fait sont implantés directement dans le sol de terre battue. Généralement, on brûle également l'extrémité du poteau pour pas qu'il pourrisse. Hein. Les murs en fait sont faits en pisé ou en torchis. Puis là, je voulais montrer, alors je voulais pas vous montrer le forgeron qui essaye de mettre le feu chez lui. Hein. En fait, je voulais vous montrer à l'arrière, on voit, vous voyez ici, en fait on a une poutre qui est posée, et en fait les poteaux sont directement implantés dedans. Alors en fait, ces photos, ça vient d'un site qui est en Haute-Garonne, mais il en existe ailleurs en France. C'est des reconstitutions en fait, faites par des passionnés, puis en collaboration avec des archéologues, et on essaye de reconstituer en fait des bâtiments d'après justement ces plans, ces trous qu'on trouve dans le sol, voir si ça peut tenir. Alors la première fois en fait qu'on a trouvé ces espèces de sablières, enfin on a pensé que c'était des poutres avec des poteaux implantés directement dessus. Bon, on ne savait pas la solidité. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est l'archéosite de Saint-Julien à Rieux-Volvestre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette maison, donc qui est celle-ci là, pendant la tempête de 98, je crois, si c'est ça, la grande 99. Ouais. En fait, c'est une des seules maisons qui n'a pas bougé. C'est-à-dire celles qui étaient implantées directement dans le sol sur poteaux porteurs, en fait, ont eu des poteaux qui ont cassé, des choses comme ça. Parce qu'en fait, c'était complètement, comment dire, ça donnait une grosse résistance et une grosse prise au vent. Alors que celle qui était construite sur ce cadre de bois, en fait, a quasiment pas bougé. Parce qu'en fait, elle s'est tordue en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, ça donne une souplesse à l'architecture. Et c'est vraiment en fait un type d'architecture qu'on connaît encore un peu, on va dire, dans le type des chalets, mais c'est encore quelque chose différemment, quoi. Alors, je vous parle aussi de l'architecture donc en terre et bois pour la période, hein, parce que pour la période proto-historique, la période gauloise, c'est quasiment le seul type d'architecture qu'on connaisse. Il y a très peu de constructions fondées en pierre. Alors, pas dans le sud de la France, mais quasiment tout est fondé en fait sur poteaux et terre et bois. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vivent dans des huttes, on n'est pas chez Astérix. Hein. On connaît d'ailleurs encore actuellement, hein, il y a plein de régions françaises où on a encore une architecture en terre et bois, hein, que ce soit les chaumières, alors je pense à la Normandie, mais en Alsace, en Champagne, les maisons en carreaux de terre, des choses comme ça. En fait, c'est un type d'architecture qu'on connaît encore beaucoup et qui était déjà pratiqué il y a plusieurs centaines d'années, qu'on a un peu abandonné actuellement pour la pierre. Puis d'ailleurs, maintenant, on a de plus en plus de personnes qui reviennent. Mais en fait, les peu de traces qu'on trouve au sol, ça peut souvent donner en fait l'impression aux gens que c'était, on va dire, une architecture, je dirais, misérabiliste. C'est-à-dire qu'on plante 4 poteaux, on met 2 murs, on pose un toit, puis c'est parti. Mais en fait, non. C'est un lieu de vie. Donc un lieu de vie, on peut pas se permettre, on est obligé d'assainir le sol, on est obligé de faire quelque chose qui tient, et puis dans lequel on passe du temps. Donc en fait, même si les traces sont très fugaces dans le sol, en fait, il faut s'imaginer que ce sont des bâtiments qui sont faits à l'épreuve du temps. On a au moins 9 bâtiments sur le site.
En fait, ce qu'il faut voir, c'est que toutes les petites traces là qu'on voit, qu'on a enregistrées quand même, hein, en fin de compte, sont avérées être alors, soit des petites anomalies naturelles, ou soit des petits creusements qu'on n'arrive pas vraiment à identifier. Par contre, on a toute une série où on est sûr que ce sont des poteaux. On a la trace des poteaux qui ont pourri dedans, on a le fond, etc., des choses comme ça. Donc, ces 9 bâtiments, on en est à peu près sûr. Après, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la fonction, en fait, à l'intérieur, la fonction de la fois de ces bâtiments, et puis l'intérieur. Alors, la plupart, on n'est quasiment pas capable de dire, en fait, à quoi ils servent. On n'a pas les niveaux de sol, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui a été fait à l'intérieur. Par contre, ce qu'on arrive à voir, c'est qu'à l'extérieur, c'est-à-dire dans les fossés notamment, en fait, on s'est servi des fossés comme des potoirs. C'est-à-dire qu'on a toute la céramique, par exemple, qu'on a retrouvée, en fait, elle est jetée dans le fossé. Alors, on part d'un postulat tout bête, hein, c'est que de tout temps, l'homme est un peu feignant. Il ne va pas faire 150 mètres pour jeter ses trucs, et ce qu'il les balance directement par la fenêtre, ou en tout cas devant sa porte, et il les jette dans le fossé. Donc, quand on retrouve du mobilier dans les fossés à proximité, généralement, on a plutôt tendance à les associer au bâtiment qui est le plus proche, et ça nous permet comme ça de dire, ce bâtiment est peut-être plutôt un bâtiment d'habitat, ou d'évoluer à autre chose. Par exemple, pour ces deux-là, on a dans les fossés à proximité, on a retrouvé quelques fragments de scories et des petits morceaux de culottes de forge. Bon, je vous ai pas montré les photos parce que ils sont pas encore restaurés, qui montrent qu'en fait on a fait des travaux de forge dans ces bâtiments. Et puis on a un tout petit bâtiment ici sur 4 poteaux qu'on interprète comme un grenier. Alors, le fait qu'il y ait des bâtiments de forge, c'est intéressant parce que ça nous montre qu'en fait cette ferme, on appelle ça une ferme, hein, qu'on a à la fois certainement des activités agricoles, mais également d'autres activités, de la forge, comme les fermes actuellement, plus actuellement, mais on va dire il y a quelques années, on peut avoir un forgeron implanté dans un coin, juste pour retailler les outils, alors j'allais dire pour faire des fers à cheval, mais non, pas à cette période. Et puis, un autre objet, en fait, là par contre, donc, on va dire c'est la découverte, oui, c'est formidable, qui a été retrouvé en fait dans un des fossés. Donc au départ, ça se présentait simplement sous cette espèce de grande barre de rouille, voilà, ici, plus ou moins en forme de couteau, qui fait à peu près 1 mètre, 70 cm. Et puis on ne savait pas trop, hein, parce que bien entendu le terrain a complètement fait disparaître le métal, fait disparaître le métal, mais a complètement concrétionné le métal, etc. Donc on l'a passé à la radio. Donc là par exemple c'est encore un nouveau spécialiste qui travaille donc souvent avec l'archéologue, c'est le radiologue. En fait, qui nous fait des radiographies de nos objets, là, ces immondes trucs qu'on retrouve des fois par centaines sur certains sites, et qu'on est incapable en fait d'interpréter comme ça à l'œil nu. Donc on le passe à la radio, et vous voyez à la radio en fait ce qui est sorti. Donc en fait ici on voit très nettement donc une pince avec les 2 bras, hop, ici. Et puis derrière en fait on a un autre objet qui passe juste dessous, là comme ça, hop, avec une extrémité à plat. Alors là c'est les photos parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est que ensuite quand l'objet est identifié, s'il présente un intérêt, parce que ça aurait pu être un paquet de clous, hein, on ne sait jamais. Donc après, on l'envoie en restauration, donc sablage, nettoyage. Vous voyez, alors on fait des fois des petites coupes pour vérifier que le métal est bien là, parce que quelquefois en fait on peut avoir quasiment tout le métal est perdu. Puis après c'est suivant les études, etc. Donc là on voit bien, on a encore les extrémités de la pince, et puis là on commence de voir la pince parce que là ils ont commencé en fait le travail de nettoyage et de restauration. Donc on voit et puis dessous en fait c'est ce qu'on appelle une pelle à feu, c'est un petit tisonnier donc pour ramener des braises. Alors le fait qu'on retrouve donc à proximité de certains bâtiments des scories, et puis on a également quelques parois de scorifiées, enfin des parois complètement brûlées de four. Et puis cette petite panoplie, en fait, ça nous fait dire qu'il y avait bien un forgeron, enfin en tout cas des travaux de forge en fait sur cet établissement. Alors tout à l'heure,
je vous ai parlé du grenier à 4 poteaux. En fait, c'est tout simplement, voilà, on reconstitue en fait ces greniers comme ça. Alors vous allez me dire, mais d'où ça sort? Parce que bon, 4 poteaux avec une espèce de truc posé dessus, bah c'est simple, c'est qu'en fait, jusque dans les années 60, même je suis sûr qu'encore dans certains endroits, en fait, on en avait encore dans nos campagnes. Il y a, bon, peut-être pas partout. Je crois qu'il y a même un texte, il me semble que c'est d'Henri Vincenot qui parle justement de ce type de grenier, où on met des pierres sur des poteaux pour éviter que les nuisibles grimpent dans le grenier. Et puis sur le petit bâtiment qui est au-dessus, en fait, dedans, on peut ranger ses graines, ses outils, ses objets, ces choses comme ça. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis au moins la période, à dire, du premier âge du fer, vers le 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ. En fait, c'est un type d'architecture, voilà. Alors, tout ce qui est sur 4 poteaux n'est pas un grenier, forcément. Et puis également, on en a retrouvé également, c'est une ferme en Picardie, je crois, où il y avait un de ces greniers justement qui avait brûlé, et qui était tombé, qui s'était écrasé au fond d'un fossé. Et donc la fouille a permis de voir que on a exactement le même type sur plus de 2000 ans, 2500 ans, en fait, de construction qui ont perduré dans les campagnes. Et donc ce sont surtout des zones de stockage à plus ou moins long terme. Je vous ai remis la meule. Oh, quel bel objet. Non, tout simplement pour voilà, grenier, meule. Bon, alors on n'a pas les restes carpologiques malheureusement, mais on a quand même quelques indices qui nous montrent qu'il a dû avoir du stockage de céréales, du travail des céréales. Donc, au moins de la céréaliculture sur le site. On ne peut pas dire si par exemple il y a eu de l'élevage, puisque les autres ne sont pas conservés. On a quelques fragments dedans, mais avec quelques fragments dedans, on ne sait pas dire si ça a été élevé sur place ou consommé sur place. Donc en fait tout le problème qu'on a avec ce genre de site, même si c'est très intéressant, c'est d'essayer de l'interpréter. Alors j'ai mis établissement agricole, j'aurais pu mettre établissement rural, on est à la campagne, il n'y a pas de grosse agglomération, bon, à part du côté de Nantes. On est dans des établissements comme ça qui sont ruraux, donc qui vivent de la terre. Alors après l'archéologue en fait ce qu'il adore faire également, c'est faire des schémas. Donc il aime bien, alors là il y a le fossé. Bon, ici c'est un type, c'est une étude qui a été faite notamment sur les fermes de l'Oise, de Picardie, etc. Donc voilà, pour par exemple une ferme typique, on va dire, donc avec son fossé quadrangulaire, son partitionnement, n'est-ce pas? Donc c'est schématique. Des travaux d'artisanat, donc ce qu'on a également. Et puis des lieux de vie, des maisons, des endroits où on stocke, des annexes qui peuvent être des greniers, ce qui peut également donc qui sont agricoles parce qu'on produit de la culture, de l'élevage, mais qui sont également en relation avec d'autres, puisque si on fait des travaux de forge, c'est qu'on doit récupérer donc, des semi-produits, c'est-à-dire du fer brut à travailler, donc qui sont en relation avec d'autres établissements qui sont spécialisés, mais qui sont également en relation donc, avec d'autres établissements on va dire agricoles, mais également les villes et les villages, puisque les objets qu'ils fabriquent, ça peut être soit fabriqué pour la ferme, mais on peut imaginer également qu'il y a une petite partie qui est revendue, et qui est revendue soit à d'autres fermes, ou soit à d'autres villes et villages. Et puis également, ces villes et villages en fait, produisent, ce qu'on sait pour cette période, en fait, produisent beaucoup de biens manufacturés, qui eux en fait, sont à leur tour renvoyés en direction de ces établissements ruraux. En fait, on a le schéma donc d'une société j'allais dire classique, avec la ville et la campagne qui sont en interaction. Pour conclure, ce que j'ai oublié de préciser, enfin, avec les amphores également, en fait, le problème, on a beaucoup de questions qui se posent par rapport à cet établissement, c'est-à-dire que on a l'impression qu'en fait l'occupation est très courte. Je vous ai dit entre 150 et 100, c'est-à-dire une cinquantaine d'années, on va dire une, voire peut-être 2 générations. C'est très très court pour un établissement qui fait 8 hectares, c'est-à-dire qu'on s'est amusé à creuser des fossés, à implanter des bâtiments, à lancer une production, à faire de la forge, etc. Et puis en fin de compte, en même pas une cinquantaine d'années, en fait, l'établissement est abandonné. Donc ça, c'est le genre de question qu'on peut se demander pourquoi. Ça peut être problème climatique, problème économique, des problèmes politiques également. Par exemple, on a décidé, je sais pas, les terres appartiennent à tel noble, il a décidé de redéplacer des populations, etc. Enfin, ça, c'est le genre de questions qu'on se pose, mais
on peut quasiment pas y répondre. En tout cas, pas ici. C'est également, ce qui est intéressant, par contre, c'est que c'est un plan très structuré, canonique, on va dire, puisqu'on le connaît dans la région, on le connaît en Mayenne, grâce aux photos aériennes, on le connaît ici. Donc ça montre également qu'en fait, c'est pas ces établissements sont pas des, comment dire, sortent pas ex nihilo, sont pas des choses qui sont complètement, on n'arrive pas un matin en se décidant qu'on va tracer quelque chose, puisque leur plan se retrouve quasiment, alors, pas à l'identique, on a quelques variations, mais on retrouve presque le même partitionnement, les mêmes tailles, pas tout à fait les mêmes orientations. Donc là aussi, on a des choses à creuser de ce côté-là. C'est pourquoi, en fait, on a des types comme ça qu'on retrouve à certaines périodes, puis à certains endroits, qui ont l'air d'être normés. Et puis également, le statut des productions. On parle de production, on parle d'établissements agricoles, mais donc, on a très peu de restes agricoles. Bon, là, c'est à cause de la conservation, des problèmes de conservation, mais on a également une activité de forge. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas s'ils ont produit pendant 50 ans de la forge, ou si c'est des forges qui ont duré peut-être 1 an ou 2. En fait, c'est toujours pareil, en archéologie, on a le problème de l'échelle des temps. C'est-à-dire quand je vous dis que l'occupation a duré 50 ans, en fait, c'est faux. Tout ce qu'on raconte en fait en archéologie est quasiment faux. En fait, l'occupation n'a pas duré 50 ans. En fait, l'occupation, on est à peu près sûr qu'elle a duré une cinquantaine d'années. Mais elle a pu durer 5 ans, comme elle a pu durer 49 ans et demi. En fait, voilà, c'est ça, c'est des échelles à chaque fois. On peut jamais être précis à l'année près.